Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h29, merci d'être avec nous. Bonjour à toutes et à tous. 0826 300 300 évidemment pour participer à notre émission. 2 heures d'émission, 2 heures d'information, de débat et de réaction évidemment. Les vôtres avant tout. 0826 300 300. De quoi allons-nous parler ce matin pour débuter cette semaine? Emmanuel Macron assure à Volodymyr Zelensky qu'il soutiendra son plan de paix. Mais quel est le plan de paix ukrainien? Explication et analyse ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Homicide routier, 12 points retirés sur le permis en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants. Proposition de Gérald Darmanin. Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Nous développerons tout à l'heure entre midi et midi et demi. Impunité zéro pour celles et ceux qui consomment de la drogue avant de prendre le volant. Qu'en pensez-vous? On en parle. Un mois sans grosse pluie sur la France. Racontez-nous dans quel état est la terre chez vous et les nappes phréatiques, les sources, les réserves d'eau, les cours d'eau, les lacs, les conséquences, vos témoignages et débats. Débat entre 11h et midi. C'est une catastrophe que nous ignorons. Pourquoi ignorons-nous cette catastrophe, la sécheresse? On en parle tout à l'heure, débat entre 11h et midi. Et puis la réforme des retraites entre les mains des sénateurs. Ensuite, 7 députés, 7 sénateurs décideront en commission mixte paritaire le 13 ou le 14 mars. Comment fonctionne cette commission? Qui décidera du sort de la loi? Qui la compose? Nous en parlerons là encore tout à l'heure entre 10h45 et 11h. Vous voyez, le débat est riche. Le menu est copieux. 2 heures entre nous, avec vous. 2 heures formidables. Nous allons commencer avec notre habituelle petite rubrique avec Félix Mathieu. Dans quel monde on vit? Une Allemande, bonjour Félix. Bonjour. Une Allemande de 21 ans se dit persuadée d'être Maddie McCann. Vous vous souvenez évidemment de Maddie McCann, cet enfant britannique disparu au Portugal. C'était en 2007, Félix. Aidez-moi, j'ai besoin de parler à Kate et Jerry McCann. Je pense que je pourrais être Madeleine. J'ai besoin d'un test ADN, écrit sur son compte Instagram. Cette jeune Allemande domiciliée en Pologne, vidéo et photos à l'appui, elle met en avant plusieurs similarités physiques qui prouveraient ses dires selon elle. So, the first one. Des grains de beauté similaires sur le visage, une tache de rousseur à la cuisse, une marque dans l'œil droit. Elle poste aussi des photomontages censés prouver sa ressemblance avec les parents McCann. Même si je ne suis pas la vraie Madeleine, j'espère que la police va le vérifier. Je ne peux pas être sûre à 100% sans un test ADN, dit-elle. Pas de réponse des parents de l'enfant disparu à l'heure qu'il est, mais cette jeune femme dit avoir pu entrer en contact avec un membre de la famille. Elle dit avoir très peu de souvenirs de sa propre enfance, affirme avoir réclamé en vain à sa mère des photos de la grossesse ou de sa propre petite enfance. Sa conviction d'être Maddie McCann lui serait venue il y a quelques mois quand sa grand-mère lui aurait affirmé qu'elle avait été victime d'un pédophile dans son enfance. Pas de réaction pour le moment des autorités britanniques ou allemandes. En 2020, pour rappel, un pédophile multirécidiviste allemand avait été interpellé. Il pourrait s'être trouvé à Praia da Luz au Portugal en même temps que la famille McCann. Oui, ce mystère de Maddie McCann qui rebondit une nouvelle fois suite au prochain numéro, si je puis dire. Nous verrons quelle évolution de cette affaire. Quelle est l'évolution de cette affaire? Il est 10h33, merci. Je voudrais revenir sur les déclarations d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron assure à Volodymyr Zelensky qu'il soutiendra son plan de paix. Nous allons beaucoup parler de l'Ukraine cette semaine. Pourquoi? Parce que demain, il y a 2 discours importants. Celui de Vladimir Poutine devant les 2 chambres du Parlement russe, et puis le discours de Joe Biden qui est en Pologne. Et puis, je vous rappelle que le 24 février prochain, c'est-à-dire vendredi, ça fera un an que la Russie a envahi l'Ukraine. Alors, Emmanuel Macron assure à Volodymyr Zelensky qu'il soutiendra son plan de paix. Quel est le plan de paix de Zelensky? Comment analyser ce que dit Emmanuel Macron? Avec nous, Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS, ambassadeur de France en Russie de 2009 à 2013 et auteur de La Russie, un nouvel échiquier aux éditions Erol. Jean de Glignasti, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, je regarde les déclarations d'Emmanuel Macron qui assure donc à Volodymyr Zelensky qu'il soutiendra
son plan de paix. Ils se sont téléphonés. Il a assuré hier à son homologue ukrainien qu'il soutiendrait le plan de paix sur la scène internationale. Conversation téléphonique donc entre les deux chefs d'État. Emmanuel Macron a réaffirmé son attachement au plan de paix en 10 points proposé par Zelensky et lui a assuré qu'il soutiendrait cette initiative. Ils ont ensemble évoqué le rappel fait vendredi à la conférence annuelle de Munich sur la sécurité auprès des partenaires européens et de l'OTAN de la nécessité de renforcer, d'accélérer le soutien militaire à l'Ukraine et au peuple ukrainien. Regardons ce plan de paix. D'abord votre réaction à ce qu'a dit Emmanuel Macron, Jean de Glignasti. Alors les propos d'Emmanuel Macron s'inscrivent dans une doxa, si je puis dire, c'est-à-dire une opinion communément partagée et exprimée par l'Occident, le monde occidental, ou l'Occident collectif, comme disait les Russes, qui est que il revient aux Ukrainiens de décider quand et comment ils négocieront. Oui. Donc c'est un soutien a priori aux Ukrainiens. Il n'en reste pas moins que ce plan en 10 points est bien évidemment, relève plus des buts de guerre que d'une plateforme de négociation, puisque ce plan en 10 points prévoit le retour intégral de l'ensemble des territoires, y compris ceux occupés par la Russie en 2014, prévoit un tribunal pénal international pour les crimes de guerre, prévoit d'énormes compensations financières, des assurances en matière énergétique, céréalière, etc. Donc en fait, c'est un plan de victoire, ce plan en 10 points. Mais, quelle que soit l'attitude de fond, et on sait bien que Macron a répété plusieurs fois que tout ça se terminerait, il faut l'espérer, autour d'une table de négociation, mais tout le monde dit, y compris les Américains, y compris Mark Milley, y compris Blinken, que c'est aux Ukrainiens de décider ce qu'ils vont faire. En tout cas, ça fait partie du langage commun aujourd'hui, quelles que soient les arrière-pensées des uns et des autres. Alors regardons en détail le plan de paix de Zelensky, qui en l'occurrence n'est pas acceptable aujourd'hui par les Russes. Pour l'instant, les Russes n'accepteraient pas ce plan de paix, parce que prévoit-il? Bon, radiation et sécurité nucléaire. Sur le nucléaire, évidemment, Zelensky demande que la Russie retire tous ses combattants du territoire de la centrale nucléaire de Zaporijia. Bon, ça... Bon, à la limite, pourquoi pas. Sécurité alimentaire. L'Ukraine peut exporter 45 millions de tonnes de nourriture cette année. Une partie importante de celle-ci doit se diriger vers ceux qui souffrent le plus. Chaque pays peut se joindre à nous avec une contribution spécifique et devenir un co-créateur de la victoire contre la faim et la crise alimentaire. Là, l'Ukraine demande à pouvoir exporter sans problème son blé notamment. La sécurité énergétique, l'Ukraine demande que la Russie ne bombarde plus ses infrastructures énergétiques. Les prisonniers déportés, l'Ukraine demande à la Russie de renvoyer en Ukraine, évidemment, tous les Ukrainiens, les enfants et autres militaires et civils qui ont été faits prisonniers et déportés. Évidemment, l'Ukraine demande à la Russie de quitter les territoires Donbass et Crimée. Comme vous l'avez dit, l'Ukraine demande l'établissement d'un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre. C'est peut-être le point qui va heurter et qui heurte le plus la Russie et qui est inacceptable pour la Russie, Jean de Glignasti. Oui, ce point-là, et puis les compensations financières, et puis le retour de l'intégralité du territoire ukrainien. Il faut comprendre que le plan de Zelensky a été publié au moment du sommet de Bali, du G20, où il y avait une grande pression des pays du Sud, notamment, du Sud global, en faveur de la paix. Et donc, pour ne pas se faire accuser, en quelque sorte, de continuer la guerre, les deux parties ont publié des plans à ce moment-là. Oui. Les Ukrainiens ont publié ce plan qui n'est rien d'autre que des objectifs de guerre. C'est un plan de victoire, si je puis dire. Et les Russes ont dit, nous sommes prêts à négocier à partir du moment où l'Ukraine reconnaît l'annexion des 4 oblasts, vous savez, Donetsk, Lugansk, Zaporijie et Kherson, du Donbass et la Crimée.
Donc Oui. en fait, ces deux plans étaient en effet miroir le reflet d'une situation de guerre et non pas d'une volonté de négociation. Évidemment, évidemment. Alors, Emmanuel Macron sait bien tout cela, puisqu'il a dit, il a précisé qu'il donc soutenait à la fois le plan de paix de Zelensky, qu'il ne voulait pas une défaite, mais qu'il ne voulait pas une défaite de la Russie sans l'écraser. Il veut une défaite de la Russie, mais il ne veut pas l'écraser. Voilà précisément ce qu'il a dit. Oui. Donc, ça veut dire clairement, bon, d'accord pour le plan de Zelensky, mais c'est aussi un avertissement adressé aux Ukrainiens. Très bien pour votre plan, mais vous ne dépasserez pas et vous n'entrerez pas en Russie. Effectivement, c'est un soutien, encore une fois, à la position ukrainienne qui est sans arrière-pensée, sauf là, comme vous le dites, la frontière russe. Mais la position de Macron, au moins, a le mérite de la cohérence à travers le temps. Il s'est fait insulter pour avoir dit qu'il ne faut pas humilier la Russie. Il a parlé de structure de paix, de sécurité, là aussi, il s'est fait critiquer. Dans la réalité, Macron pense au coup d'après, c'est-à-dire on aide l'Ukraine pour récupérer son territoire, mais il faut réfléchir dès maintenant à la négociation. Et cette négociation impliquera nécessairement des compromis. Évidemment, évidemment. Non, je vous dis ça parce que parmi les voix ukrainiennes, il y en a qui disent il faudra un jour ou l'autre porter la guerre côté russe, quoi. Ça existe aussi, vu le sang versé, vous comprenez ? Ah mais c'est très clair que nous sommes très loin d'une négociation actuellement. Exactement. Les sacrifices encourus par les Ukrainiens, les massacres Boutcha, les exactions russes, la mobilisation, nous n'en sommes pas au moment de la négociation, nous en sommes au moment de la bataille. Mais cette bataille fixera, quelle que soit son issue, quel que soit son déroulement, fixera un équilibre des forces qui sera à ce moment-là mieux accepté de part et d'autre, et à ce moment-là commencera la négociation ou les discussions sur le règlement du conflit. Mais nous n'en sommes absolument pas là, nous sommes à la phase militaire. Là. Exactement, exactement. Et c'est une bonne réponse que vous faites, Jean de Guignasty, à tous ceux qui parlent de paix et qui nous disent il faut faire la paix, il faut faire la paix. Mais on ne peut pas faire la paix tant que les combats sont là et qu'il n'y a pas de victoire militaire, Jean de Guignasty. Exactement, exactement. Mais je crois qu'il y a un certain consensus qui apparaît dans la communauté internationale, en tout cas au sein du monde occidental, mais probablement un peu aussi dans le Sud, à savoir que on aide l'Ukraine, et il y a un consensus, en tout cas dans le monde occidental, pour aider au maximum l'Ukraine pour qu'elle soit dans la meilleure situation possible pour commencer la négociation, mais à travers les discussions déclarations américaines, les fuites par-ci par-là, l'étude de la Rand Corporation, les propos du chef d'état-major, on sait très américain, Mark Miller, on sait très bien que tout le monde pense au coup d'après et à cette négociation qui, encore une fois, signifie compromis de part et d'autre. Merci Jean de Guignasty pour cet éclairage, directeur de recherche à l'IRIS, ambassadeur de France en Russie de 2009 à 2013 et auteur de La Russie, un nouvel échiquier aux éditions Erol. Il est 10h42, ça vous fait réagir, vous n'hésitez pas, 0826 300 300, vous êtes sur Sud Radio pour savoir et comprendre. Encore une fois, ici, nous ne prendrons jamais position. Ici, nous sommes là pour rapporter les faits, pour essayer d'analyser, pour essayer d'expliquer les faits, non pas pour être un partisan aveuglé de l'Ukraine ou un partisan aveuglé de la Russie, ce que sont certains. Et ça devient d'ailleurs assez insupportable de voir combien ça obère la clarté et la situation, l'analyse de la situation. L'analyse de la situation, c'est qu'aujourd'hui on est en guerre, que les deux pays sont en guerre, qu'il n'y a pas de victoire militaire, et tant qu'il n'y aura pas de victoire militaire ou d'avancée forte militaire d'un côté ou de l'autre, il n'y aura pas de négociation de paix. Il est 10h43, vous êtes sur Sud Radio, merci.
Bourdin. Il est 10h46, le projet de réforme des retraites a quitté l'Assemblée nationale après ces jours d'invectives, enfin franchement qui ont été assez déplorables. Je dois dire que le débat à l'Assemblée nationale nous a laissé un goût un tout petit peu amer. La réforme des retraites est maintenant entre les mains des sénateurs. Ensuite, 7 députés et 7 sénateurs décideront en commission mixte paritaire le 13 ou le 14 mars. Comment fonctionne cette commission qui donc décidera du sort de la loi? Qui la compose? Pour tout savoir, explication, analyse avec Jean-Philippe de Rosier, qui est professeur de droit public à l'Université de Lille, constitutionnaliste et membre de l'Institut universitaire de France, auteur du blog La Constitution décodée. Jean-Philippe de Rosier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, regardons les faits. Encore une fois, les faits, rien que les faits. La réforme des retraites est entre les mains des sénateurs. Donc, au Sénat, maintenant, débat au Sénat. Le Sénat, qui est à majorité de droite, votera le projet de loi du gouvernement, Jean-Philippe de Rosier. Non. Oui, vraisemblablement. Alors, il va certainement l'amender. Vous dites qu'il est entre les mains des sénateurs du Sénat et qu'il va l'examiner. Il y a d'abord cette semaine une semaine d'accalmie, c'est-à-dire une semaine de vacances parlementaires. Oui. La plupart des Français sont en vacances cette semaine. C'est également le cas des parlementaires qui ont suspendu leurs travaux. Ce qui veut dire que il n'y aura pas de débat ni à l'Assemblée nationale puisqu'elle a terminé, ni au Sénat encore. Ça ne reviendra qu'à partir de la semaine prochaine, d'abord en commission et à partir du 6 mars dans l'hémicycle du Sénat. Voilà pour clarifier un petit peu ces choses-là, que les auditeurs ne s'étonnent pas qu'il n'y ait pas d'évolution cette semaine alors que la France est largement en vacances. Ensuite, vous avez eu raison de rappeler ce point précis, Jean-Philippe de Rosier. Une fois le débat terminé au Sénat, imaginons que le Sénat vote le texte. On est d'accord. Le Sénat va voter le texte parce que au Sénat, il y a rarement de l'obstruction comme on a pu en voir cette semaine à l'Assemblée nationale. Oui. Et le principal groupe d'opposition, le groupe socialiste au Sénat, a fait savoir, et son président Patrick Kanner a pris l'engagement qu'ils examineraient le texte, et notamment ce fameux article 7 sur le report de l'âge légal. Donc je pense qu'il y aura effectivement un texte qui sera adopté par le Sénat. Pas forcément celui du gouvernement, parce que, comme vous l'avez dit, le Sénat est à majorité de droite, et le gouvernement, s'il mène une politique de droite, n'est pas un gouvernement Les Républicains. Donc le Sénat va amender, va corriger, et de l'ampleur de ces modifications dépendra des chances de succès de cette commission que vous avez évoquée, cette CMP, cette commission mixte paritaire, qui réunit donc... ça mérite explication. Commission mixte paritaire qui se réunira le 13 ou le 14 mars, composée donc de 7 députés et 7 sénateurs. Comment sont-ils choisis ? Alors, ils sont choisis sur la base de la représentation au sein de chacune des assemblées. Elle est mixte parce qu'elle associe les 2 assemblées du Parlement, et elle est paritaire puisqu'il y a autant de sénateurs que de députés. Mais sur les 7 de chacun d'entre eux, ils doivent refléter globalement, alors c'est compliqué avec une telle disproportion, si j'ose dire, 7 par rapport à 577 députés, mais ils doivent refléter globalement la composition de l'Assemblée. Donc il y aura 3 députés de la majorité à l'Assemblée nationale, vraisemblablement 2 Renaissance et un Modem, et 4 dont un Républicain, un Front National, Rassemblement National, un LFI et un 7e qui sera réparti entre les autres groupes, et à peu près la même chose pour le Sénat. Il y aura vraisemblablement 3 républicains du Sénat, 1 ou 2 socialistes et les autres groupes qui se répartiront le reste. Et in fine, cela veut dire que les Républicains et la majorité à l'Assemblée nationale sont nettement majoritaires au sein de la commission mixte paritaire. Et donc s'il y a un accord entre républicains et majorité gouvernementale, le texte peut effectivement avancer. Il peut y avoir ce que l'on appelle un texte adopté par la CMP qui sera ensuite soumis à la ratification de chacune des assemblées. Voilà, de chacune des assemblées. Est-ce que lorsque le texte est ratifié par la CMP, est-ce que les textes sont ensuite rejetés ? Alors ça n'arrive pratiquement jamais.
Ça n'arrive pratiquement jamais, précisément parce que dans la CMP, on a le reflet de chacune des assemblées. Oui. Et si la CMP arrive à un accord, c'est que ce reflet s'est mis d'accord. Et donc, il n'y a pas de raison que les assemblées derrière désapprouvent ce que leurs représentants ont fait au sein de la CMP. Donc, s'il y a un accord dans la CMP, généralement, dans 99% des cas, les assemblées, l'Assemblée nationale d'abord, le Sénat ensuite, ratifient le travail qui a pu être effectué. J'ai une question pour vous, Jean-Philippe de Rosier. C'est Pierre qui est à Toulouse, qui a une question à vous poser. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Bonjour. Nous avons notre constitutionnaliste émérite. Alors, quelle question avez-vous envie de lui poser ? Tout simplement, on a toujours parlé de ce fameux 47.1 donc de la loi, qui permet donc à un moment donné de suspendre ou de dire on renvoie vers le Sénat au bout de X jours, au bout de 40 jours. Voilà. La question, c'est de savoir si par la suite, une fois que justement tout le monde a validé, s'il n'y a pas un recours possible pour considérer que au fond la loi a mal été appliquée et que derrière le Conseil constitutionnel pourrait rejeter cette loi de par le fait qu'on ait abusé de telle ou telle loi, par exemple. Je ne comprends pas là, Pierre. Expliquez-vous plus clairement, parce que... Si vous voulez, une fois que ça a été ratifié, une fois que, imaginons que... Imaginons que la CMP vote le texte et qu'ensuite ça soit ratifié par les deux chambres. Tout à fait, les deux chambres. Après, j'imagine que le Conseil constitutionnel peut éventuellement considérer que la loi n'est ou que le projet n'est pas bon. Voilà, c'est-à-dire qu'on considère... encore faut-il qu'il soit saisi, le Conseil constitutionnel. Jean-Philippe de Rosier. Voilà. Oui, effectivement, il faut que le Conseil constitutionnel soit saisi, mais sans disposer de boule de cristal, on peut assez certainement et sans doute possible dire qu'il le sera, puisque les filles à l'Assemblée nationale, le Front national lui-même à l'Assemblée nationale, sans doute les socialistes au Sénat, vont déférer le texte au Conseil constitutionnel qui aura donc à se prononcer sur différents sujets. Et alors, ce qui me semble difficile de remettre en cause, c'est le choix même de l'article 47-1, parce que l'article 47-1 s'applique à ce que l'on appelle les projets de loi de financement de la sécurité sociale. Et le gouvernement a fait le choix d'inscrire sa réforme des retraites dans ce type de loi. En revanche, ce que le Conseil constitutionnel pourra dire, c'est que tel et tel sujet, je pense par exemple à l'index des seniors ou à d'autres dispositions qui ont un peu défrayé la chronique, ne peut pas relever d'une loi de financement de la sécurité sociale, et dans ces cas-là, il censurera ces différentes dispositions pouvant aller jusqu'à vider un petit peu de sa substance la réforme qui a été envisagée, et ce serait un revers assez sévère pour le gouvernement. Je comprends. Jean-Philippe de Rosier, Pierre avait une autre question. Pierre, je résume ce que vous vouliez demander. Est-il possible de réduire le nombre d'amendements déposés, c'est Pierre qui voulait savoir cela aussi, Jean-Philippe de Rosier. Est-ce qu'on peut limiter le nombre d'amendements déposés? Parce que le spectacle donné la semaine dernière, évidemment, ne semble pas avoir plu à Pierre. Non, alors formellement on ne peut pas, parce que c'est un droit qui appartient à chaque parlementaire, et c'est d'ailleurs un droit essentiel des parlementaires, puisque les parlementaires sont là pour faire la loi, et c'est par les amendements que l'on fait la loi, c'est-à-dire qu'on la corrige, on l'adapte et on participe au débat parlementaire. On ne peut, pour limiter le nombre d'amendements déposés, qu'en appeler à la bonne conscience de ces parlementaires et tâcher de leur faire prendre conscience que le spectacle auquel ils se sont livrés, pour certains d'entre eux, la semaine dernière, n'est pas forcément honorable pour le Parlement, la nation qu'il représente et l'Assemblée nationale dans laquelle il siège, et qu'il vaudrait mieux faire œuvre de construction plutôt que d'obstruction, et donc s'auto-limiter dans le dépôt des amendements. Mais hormis cette auto-limite, il n'y a pas à ce jour de moyens formels, juridiques et constitutionnels pour limiter ce dépôt. Dernière question, Jean-Philippe de Rosier. Imaginons qu'après la CMP, l'Assemblée nationale ne vote pas le texte sorti de la CMP. Le gouvernement sera-t-il obligé d'utiliser le 49.3 ?
Alors, le gouvernement peut parfaitement utiliser le 49.3, y compris pour faire valider le texte de la CMP. C'est-à-dire qu'une fois que la CMP a abouti à un accord, lorsqu'il arrive à l'Assemblée nationale, le gouvernement peut engager sa responsabilité, donc activer ce 49.3, et l'Assemblée nationale, dans ce cas-là, ne voterait pas sur le texte lui-même, mais simplement sur une motion de censure si elle était déposée. Et si jamais il y avait pas de 49.3, mais un vote qui rejette le texte de la CMP, la procédure suit son cours, et ce serait le même type de procédure si jamais la CMP n'arrive pas à un accord, parce que rien ne garantit à ce jour qu'il y aura un accord en CMP, et il y a ce que l'on appelle une nouvelle lecture, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale et le Sénat doivent examiner une nouvelle fois le texte, en tout cas seulement sur les dispositions qui restent en discussion. Là, il y a un moyen de réduire un petit peu le nombre d'amendements déposés parce que, pour dire les choses simplement, en première lecture, donc ce à quoi nous venons d'assister, le droit d'amendement est très large, très ouvert. On peut déposer sur tout lien, sur tout sujet en lien même indirect avec le texte. À partir des lectures suivantes, il faut qu'il y ait un lien spécifique avec une disposition restant en discussion, donc ça restreint un petit peu. Et au cours de cette nouvelle lecture, le gouvernement peut également engager le 49.3, et au terme de cela, si Assemblée nationale et Sénat ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord, il y a ce fameux dernier mot à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que le gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer en dernier lieu et d'adopter un texte. Merci pour toutes ces explications. Maintenant, c'est clair pour nous tous. Jean-Philippe de Rosier, merci beaucoup. Merci. Merci. 10h57. Savoir et comprendre. Le matin, des explications, des analyses. Vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. 10h30, midi et demi. Allez, je vais changer complètement de sujet. On va parler de la catastrophe ignorée qu'est la sécheresse. Et je pose la question, sécheresse, la catastrophe ignorée, pourquoi ? Parce qu'on n'en parle pas. Parce que, avec l'Ukraine, avec la réforme des retraites, avec, c'est vrai que ces sujets majeurs qui occupent l'actualité, on ne parle pas de la sécheresse. Et pourtant, nous venons de vivre un mois sans grosse pluie en France. La situation est catastrophique. Alors, vous avez un témoignage à nous apporter. Vous êtes peut-être agriculteur, vous vivez dans une zone qui est asséchée. Dites-nous, 0826 300 300, vous voyez les cours d'eau, le niveau des cours d'eau, le niveau des lacs. Racontez-nous, témoignez. On a besoin de vous. 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. Débat entre 11h et midi. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h04, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous allez réagir, j'en suis certain, 0826 300 300, réagir au sujet que nous allons aborder dans un instant, la sécheresse. La sécheresse, et je posais la question... Est-ce la catastrophe ignorée ? Je dis ça parce qu'on ne parle pas de sécheresse alors qu'elle sévit. On ne parle pas de sécheresse, on parle de l'Ukraine évidemment, à juste raison. On parle de la réforme des retraites à juste raison. Mais il y a aussi ce sujet, la sécheresse. Cette sécheresse qui risque de provoquer une véritable catastrophe, et catastrophe écologique, mais catastrophe agricole aussi. Alors, je pose la question, la catastrophe ignorée. Nous allons débattre de la sécheresse avec Irène Tolleré, qui est députée européenne Renaissance, spécialiste des questions agricoles. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Morad Haïtabouche, qui est journaliste spécialiste de l'environnement. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être là. Serge Zaka, qui est au téléphone, agroclimatologue. Bonjour Serge Zaka. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Et tout à l'heure, nous recevrons à 11h30 Dominique Bourg, qui est philosophe et qui, évidemment, travaille beaucoup sur les questions environnementales. Il est 11h05. Alors, je pose la question, catastrophe ignorée. Est-ce que c'est une catastrophe ignorée, Irène Tolleré, cette sécheresse ? Oui, et je voudrais apporter un témoignage, puisque j'étais élue locale en 2014. On a mis en place un plan pour réutiliser les eaux usées en sortie de station pour faire face à la sécheresse en collectivité locale. Et au jour d'aujourd'hui, tous les tests en place, aucun n'est autorisé. Donc, elle est ignorée dans le sens où les agriculteurs savent qu'ils ont besoin d'eau, mais administrativement, ça va trop lentement parce que justement la société n'a pas pris conscience de ce sujet. C'est très intéressant ce que vous dites. C'est un exemple. La société n'a pas pris conscience. Vous êtes d'accord, Morad Haïtabouche ?
En partie, oui, c'est vrai qu'on oublie quand même que les agriculteurs, les éleveurs sont en première ligne. Ils sont sur la ligne de front. Donc évidemment, ce sont les premières victimes. Ils vivent aujourd'hui la sécheresse. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a 4,5 millions de maisons qui sont aujourd'hui dans des situations sur des sols argileux et ils seront victimes demain de retrait-gonflement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a 4,5 millions de personnes qui vont être de toute façon impactées. C'est-à-dire que ça touche pas seulement le secteur agricole, ça touche toute l'économie. Oui. C'est-à-dire que la viande, il faut de l'eau. Le gin, il faut de l'eau. Il faut de l'eau partout. Donc, à un moment ou à un autre, et vous avez raison de poser cette question, et c'est important d'en parler, parce qu'effectivement, on est aujourd'hui dans une situation où on a une bombe à retardement. 25% des guerres dans le monde sont liées à la sécheresse. 25%, un quart. C'est énorme. Le Darfour, personne ne s'en souvient. Mais c'est un problème de raréfaction des points d'eau. Ça veut dire qu'à un moment, il y a un conflit d'usage entre deux communautés. Il y a moins d'eau, donc forcément, il y a moins de facilité à accéder à l'eau pour son bétail ou pour l'agriculture. Serge Zaka, je pose la même question. Est-ce que c'est une catastrophe ignorée ? Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec les deux précédents intervenants. Moi, je parle de la société bouton. Oui. Vous savez, la société où dès qu'on appuie sur un bouton, on a un Uber qui arrive. Dès qu'on appuie sur un bouton, on a un post qui est posté sur les réseaux sociaux. On a tout ce qu'on veut. Oui. Et en fait, on a eu une société de consommation, une société où tout était à disposition dans les supermarchés. On ouvrait le robinet, il y avait de l'eau qui coulait. Et on est dans une société où on s'attend à ce que l'eau coule toujours, on s'attend à ce que la nourriture est toujours sur les étalages. Mais ce qu'on comprend pas et ce qu'on veut ignorer ou ce qu'on met sous le tapis, c'est que l'eau ne coulera pas toujours s'il y a des sécheresses comme on pourrait avoir en 2023. Et les produits agricoles ne seront pas français sur les étalages. S'il y a des sécheresses en France, on les importera de l'étranger. Donc au final, il faut que la société se rende compte déjà juste que ce qui est acquis dans les supermarchés, ce qui est acquis, l'électricité, l'eau, les droits également, c'est pas forcément acquis pour toujours et il faut les préserver. Et la sécheresse en fait partie. Il faut préserver l'eau, il faut la rediriger vers les activités essentielles. Mais quand je vois les personnes qui lavent leur voiture du côté de Perpignan, qui lavent leur voiture encore du côté de Montpellier, qui remplissent leur piscine. Je trouve qu'on est passé de la société de boutons à la société de l'égoïsme. Bien. Serge Zaka, nous allons avec vous et avec tous nos invités faire le constat, regarder ce qui pourrait se passer dans les semaines et les mois qui viennent. Et puis ensuite, dans la deuxième partie de l'émission, nous essaierons de réfléchir aux solutions à trouver, à appliquer pour effectivement faire face à cette sécheresse envahissante. La sécheresse, tiens, je prends toujours l'exemple, mais tout le monde prend l'exemple de cette commune de Seillan, dans le Var, que nous connaissons. À Seillan, les restrictions d'eau, il n'y a pas qu'à Seillan qu'il y a déjà des restrictions d'eau, mais à Seillan, les restrictions d'eau ne se sont pas arrêtées depuis l'été dernier. Félix Mathieu. Oui, un tuyau d'arrosage barré comme un panneau sens interdit s'affiche à la une du site internet de la commune. Limitation et restriction d'eau sur le territoire communal jusqu'au 15 mars 2023. Interdiction d'arroser son jardin, de laver sa voiture ou de remplir évidemment sa piscine sur la partie nord du territoire de la commune. Depuis l'automne puis l'hiver, ces restrictions étaient repoussé de mois en mois, faute de pluie pour recharger les nappes phréatiques mises à mal cet été. La source qui alimente Seillan coule 2 fois moins vite qu'il y a quelques années. Cet automne, un camion-citerne alimentait encore quotidiennement le village en eau potable, faute de débit suffisant. Voilà. Et nous sommes en février. Interdiction d'arroser son jardin, de laver sa voiture, on entend ça, ou de remplir une piscine, on entend ça au mois de juillet, au mois d'août ou au mois de juin. Mais nous sommes en février et on entend cela en février. Donc la situation est grave. La situation est grave parce que les nappes phréatiques, on va commencer avec cela, les nappes phréatiques ne sont pas rechargées, c'est cela ? Oui, tout à fait. Elles ne sont pas rechargées. Il y a une absence de pluie très très importante. On peut aussi parler malheureusement de l'absence d'enneigement, puisque les neiges sont les stocks d'eau qui vont après nous alimenter. C'est gravissime. Et il est important qu'on se rende compte qu'il faut changer des choses. Il faut changer, mais ça on y viendra tout à l'heure. Les nappes phréatiques, Serge Zaka, si elles ne sont pas rechargées avant avril, que se passe-t-il ? Alors, un peu de pédagogie quand même pour expliquer. De novembre à mars, c'est la période de recharge des nappes phréatiques.
c'est le moment où les végétaux n'ont pas de feuilles, donc ils n'utilisent pas cette eau qui tombe du ciel. Et pas de bourgeons, c'est au moment où les végétaux font des bourgeons qu'ils puisent l'eau dans le sol. Et à partir du moment où les bourgeons sont ouverts, oui, ils commencent à utiliser les végétaux pour faire des feuilles, des fleurs, des fruits, etc. Ils transpirent. Et donc, en fait, toute l'eau qui tombe à partir du mois d'avril est utilisée par les végétaux. Mais entre novembre et mars, c'est vraiment la période essentielle, c'est la période de recharge des nappes phréatiques. Et entre cette période de novembre à mars, en France, la plupart des mois ont été déficitaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu suffisamment d'eau pour faire remonter les nappes phréatiques après la sécheresse de 2022. Donc en fait, ce qu'on observe actuellement, c'est pas la sécheresse de 2023, c'est la sécheresse de 2022 qui se propage sur 2023, puisque les réserves n'ont pas été remises en place après 2022. C'est pas suffisant. Et donc il ne reste plus que le mois de mars pour se permettre d'avoir le luxe éventuellement. Et mais il faudrait qu'il pleuve. Est-ce qu'il faudrait qu'il pleuve tous les jours au mois de mars pour arriver à recharger ? C'est ça. Il faudra entre 200 et 250 mm sur toute la France. Donc il pleut tous les jours, régulièrement, toutes les heures, pour qu'on arrive à un niveau satisfaisant. Donc autant vous dire dès maintenant qu'on a de très forte probabilité que l'année 2023 commence avec des nappes phréatiques qui soient inférieures aux normes de ce qu'on pourrait observer en mars. Et pour donner un chiffre, et je laisserai la parole, pour donner un chiffre, en 2022, on s'inquiétait déjà de la sécheresse. Il faut savoir que là, on est encore 20 à 30% inférieur à 2022, en février 2022. Les nappes phréatiques sont 20 à 30% inférieures à 2022. Ça fait 20 à 30% plus grave qu'en 2022 sur l'ensemble de la France. Et donc, on a vu ce que ça a donné en 2022. On peut imaginer ce que ça donnera en 2023. Oui, je regardais 14 mois déficitaires depuis l'été 2021. 14 mois déficitaires en eau. Donc c'est insupportable. C'est insupportable et vous le dites sans vouloir en plus dramatiser les choses, Serge Zaka. Hein, vous dites attention, 2023 va être une année et les années qui suivent. Exactement. Je suis pas là pour faire du catastrophisme, c'est pas mon rôle. Oui. Moi, je suis là pour donner les chiffres. Je donne juste des chiffres et les chiffres, à partir du moment où eux-mêmes ils sont catastrophiques, je pense qu'on peut dire que la situation est particulièrement catastrophique. Voilà, on a eu moins 85% de déficit de pluie en juillet 2022, moins 30 en août, moins 35 en octobre, moins 50 bientôt en février, moins 15 en décembre. On a eu juste un mois, il me semble que c'est en septembre, on a eu plus 15% de l'eau et ça n'a pas suffi bien sûr pour tous les autres déficits. En fait, on cumule des déficits depuis août 2021, donc je retourne 18 mois en arrière peut-être. Donc août 2021, on cumule des déficits de pluie et donc c'est un cumul d'inquiétudes qui augmente chez les agroclimatologues et chez les agriculteurs. Et chez les agriculteurs. Bien, on va voir les conséquences tout à l'heure. Bon, vous faites le même constat, hein, Morad Aïtabouche. Le même constat. La même inquiétude. Vous avez la même inquiétude. Oui, parce qu'en plus, il pleut mal. Et quand on dit qu'il pleut mal, ça veut dire que même s'il va pleuvoir là les 15 prochains jours, malheureusement, il faudrait que la France soit complètement inondée pour rattraper le retard et recharger les nappes phréatiques. Ça veut dire que c'est quasiment impossible. Avec les effets du changement climatique, on est dans des phénomènes extrêmes. Ça veut dire que malheureusement, on le voit bien, pour recharger les nappes, on a 15 jours, 3 semaines maximum. Ça veut dire que ça va aller très très vite. C'est une bombe à retardement. Ça veut dire que ce qu'on a eu en 2022, ça va être pire en 2023. Ce que l'on sait aussi, grâce aux climatologues, du GIEC notamment, qui travaillent sur ces questions, on sait que ça va être de pire en pire. Les records dont on parle à chaque fois pour annoncer des températures caniculaires, ça va se multiplier dans les années qui viennent. On va dire à chaque fois, 20 degrés, record, 25 degrés, record. On est dans cette situation, dans cette espèce de cercle vicieux qui fait que malheureusement, les premières victimes, c'est nous. C'est curieux, enfin c'est curieux, c'est paradoxal. Quand on pense à météo, on donne les températures avant tout. Hein, on s'intéresse aux températures. Mais ce qui compte, c'est l'hydrométrie. Ce qui compte, c'est l'eau qui tombe. C'est pas les températures finalement. Il peut faire très chaud, mais s'il a plu beaucoup avant, c'est pas grave. C'est pas tout à fait vrai, Jean-Jacques. Non, parce que malheureusement, il y a l'évaporation de l'eau. Oui, c'est vrai. Il fait chaud. Et si l'eau ne rentre pas, on a artificialisé. Oui, mais si les nappes phréatiques sont pleines, c'est moins, évidemment... on est d'accord, mais aujourd'hui... Je vous dis, parce qu'on ne commence jamais sur la pluie qui tombe. Comprenez ce que je veux dire. On parle toujours de la température, mais on ne donne jamais l'état de nos nappes phréatiques. Et c'est comme ça par à coup, parce qu'on s'inquiète tout à coup, on parle des nappes phréatiques. Le BRGM le fait.
Le BRG, oui, le BRG, grand public systématiquement le fait, tire la sonnette d'alarme. C'est important. Et je suis d'accord avec vous, parce qu'à chaque fois maintenant, à la météo, on annonce la température et la température ressentie. On devrait ajouter l'eau, la quantité de pluie, mais je suis complètement d'accord avec vous. Mais il faut aller vers cette information. Bien sûr. Alors, nous allons prendre dans un instant, on va observer une petite pause, et nous allons prendre Philippe, qui est agriculteur dans le Lot-et-Garonne, et il est aussi maire de sa commune, et il constate ce que nous sommes en train de dire. Il va nous apporter son témoignage. D'ailleurs, n'hésitez pas, 0826 300 300, faites comme Philippe, appelez-nous et réagissez. Il est 11h16. Bien, nous avons Philippe en ligne. Philippe, qui est l'un de nos auditeurs, 0826 300 300, qui est maire et agriculteur. Ça tombe bien, dans le Lot-et-Garonne, à Marmont-Pachas. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes maire de la commune, hein? Oui, voilà, je suis maire de la Marmont, combien d'habitants, Philippe? Non, 180. Ah, 180. Petite commune du Lot-et-Garonne. Et vous êtes en même temps agriculteur et vous irriguez. Voilà, je suis avant tout agriculteur, irriguant et donc éleveur de volailles. Et donc, j'irrigue mon maïs pour donner l'alimentation aux volailles, et après on est producteur de semences, puisqu'en Lot-et-Garonne il y a beaucoup de production de semences. Bien sûr, et j'imagine que vous êtes inquiet. C'est grâce à des réserves que l'on a créées dans les années 90 et qu'on stocke l'eau qui pleut en excès l'hiver pour la répartir après quand il y en a besoin sur les cultures au cours de l'année. C'est quelque chose qui est indispensable pour le monde agricole, que ces réserves soient créées, et je pense qu'on doit pouvoir en créer encore, et peut-être des collectives plutôt que des privées, mais là où il en manque, et c'est le nerf de la guerre pour pouvoir produire, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. Et quand on a ce lobby aujourd'hui, il faut le dire, de l'écologie qui nous empêche d'avancer là-dessus, c'est lamentable, c'est incroyable. Nous avons un barrage. Mais vous stockez de l'eau de pluie, Philippe? Oui, de l'eau de pluie qui tombe l'hiver. Moi, j'ai un lac. Bon, là, il n'est pas tout à fait plein, mais bon, j'ai espoir qu'il se remplisse au mois de mai et avril, quoi. Oui. Vous êtes inquiet en tant qu'agriculteur, mais aussi en tant que maire de la commune. Inquiet du niveau des nappes phréatiques et inquiet pour cet été? Inquiet, oui, peut-être un petit peu, mais dans les coteaux, je vous dis, si on crée des réserves, on n'a pas à être inquiet, quoi. On est inquiet parce que justement, on crée pas assez de réserves et on n'entretient pas ce pouvoir de stocker l'eau, quoi. Et quand on a un barrage de Beauregard sur la Garonne à Agen qui est démoli depuis 40 ans. Ça fait 40 ans qu'il y a des élus qui essayent de vouloir le refaire, mais à cause des lois européennes, à cause de la loi sur l'eau, qui nous paralyse pour pouvoir recréer ces choses-là. C'est lamentable, c'est lamentable. Irène Tolleré, vous êtes députée européenne, justement. Alors Philippe, je me suis battue sur ce sujet-là, justement. Donc en septembre 2019, je suis montée sur la table pour obtenir une interprétation plus favorable du nouvel article 74 dans la politique agricole commune. Et donc je vous rassure, les eaux de pluie, les eaux de ruissellement, mais également les eaux usées, pour pouvoir être utilisées pour étendre des réseaux d'irrigation, y compris dans des régions à l'état dit moins que bon en vocabulaire européen, c'est-à-dire là où il y a de la sécheresse. On ne voulait pas autoriser les investissements dans des structures d'irrigation, alors que franchement, s'il y a un endroit où on doit faire attention à ça, c'est justement là. Parce que l'eau, c'est la production de notre nourriture. Et la nourriture faite en Europe, elle émet 2 fois moins de gaz à effet de serre que celle qu'on importe. Donc, manger européen, je suis content de l'entendre. Vous savez, on se bat pour vous, hein, donc on est en première ligne là-dessus, justement pour débloquer, parce que sinon cet article de la PAC bloquait absolument tout. Oui. Sur le terrain, on ne le ressent pas comme ça. Sur le terrain, on sent que c'est bloqué, que c'est compliqué. Et ça, il faut arriver à le retransmettre sur le terrain, que les projets avancent. On n'arrosera pas tout. Mais les projets avancent au niveau européen, mais c'est l'administration. Parce que les fonctionnaires territoriaux qui administrent ces dossiers-là, c'est des dossiers dans votre région qui ont un précédent très très connu qui fait peur à absolument tout le monde. Et donc, tout le monde utilise le principe de précaution qui est devenu un principe d'interdiction. Et il faut, à un moment donné, ça, c'est important que les auditeurs le comprennent. La sécheresse actuelle, elle met en danger nos agriculteurs. On a plein d'agriculteurs qui doivent partir à la retraite. Il faut qu'on soit très clair sur le fait, on investit dans l'irrigation pour notre nourriture demain.
Et il faut être au rendez-vous et donc arrêter cette pression parce que sinon, avec le millefeuille administratif divers et variés, les autorisations mettent beaucoup trop longtemps. Alors que le BRGM, tout le monde est aligné sur les analyses, on a toujours des gens qui se pendent aux arbres. Bien, merci Philippe. Eh bien, merci à vous. J'espère que cette émission, si vous avez un homme à interviewer en Lot-et-Garonne, c'est monsieur Jean-François Berthomieux. D'accord. Vous pouvez faire une émission avec lui. C'est un docteur en biologie. Et je peux vous dire qu'il va vous l'expliquer, le problème de l'eau. Merci beaucoup Philippe, dans tous les cas. Merci. Si on fait cette émission, c'est justement pour faire prendre conscience aux uns et aux autres du danger, de la catastrophe annoncée. Serge Zaka est toujours avec nous. Dites-moi Serge Zaka, les récoltes au printemps, faut-il vraiment s'inquiéter? Orge, blé au printemps cet été, orge, blé, maïs, fruits et légumes. Et le fourrage aussi, je pense. Au fourrage aussi. Avec une région qui serait particulièrement en danger et touchée, c'est la région Bourgogne-Franche-Comté. Vous confirmez, Serge Zaka? Il n'y a pas que la région de Bourgogne-Franche-Comté qui est concernée par le fourrage, c'est l'ensemble de la France. Oui. Il faut savoir que le fourrage, donc, c'est la production de la prairie, donc des végétaux qu'on donne aux animaux pour les nourrir. Il a été déficitaire de moins 24% l'an dernier sur l'ensemble du territoire national. Il y a même des régions de France où on est à moins 60% dans le sud de la France. Ça veut dire que les stocks de fourrage qu'on a l'habitude de faire d'année en année pour les donner au cas où il y a une sécheresse, ils sont très faibles en 2022. Et donc, on n'a pas vraiment énormément de stocks à donner en 2023. Donc, il n'y a pas intérêt d'avoir de sécheresse en 2023 puisque les stocks de fourrage sont faibles et donc on ne pourra pas déstocker ad vitam aeternam. On aura des problématiques de nutrition pour les animaux et certains animaux qui iront comme actuellement en 2022 à l'abattoir pour diminuer le cheptel national. On l'a fait en 1921, on a diminué le cheptel national européen à cause d'une sécheresse. Mais en 2023, on s'y attend pas forcément parce qu'on est dans une société qui est censée être beaucoup plus développée et avec un accès à l'eau qui est censé, je dis bien censé, être beaucoup plus intelligent. Voilà, donc pour le fourrage. Ensuite, on pourra avoir des problématiques très rapidement s'il ne repleut pas en mars pour toutes les cultures. Alors on a les cultures d'hiver qui pourraient s'en sortir un petit peu mieux. L'orge, le blé, on a vu des hausses de rendement en 2022 sur le nord de la France notamment, mais dans le sud, on a eu des baisses de rendement de moins 10%, une hausse de plus 5% dans le nord. Mais c'est surtout les cultures d'été qui pourraient subir ces sécheresses. Fruits et légumes. Les fruits et légumes, exactement. On pourra avoir à la fois des fruits qui sont une baisse de rendement, mais ce qui est encore plus important pour les fruits et légumes, c'est les marques sur les fruits, les marques de brûlure, la taille des fruits, la taille des pommes de terre, qui ne rentrent pas forcément dans les calibrages des cahiers des charges des industries agroalimentaires. Il n'y a pas que le rendement pour ces denrées-là. Par contre, pour le tournesol, pour le maïs, on pourra avoir des baisses de rendement drastiques comme en 2022. Je rappelle, en 2022, pour le maïs non irrigué, c'est moins 53,9% en Occitanie. Moins 53,9%, c'est-à-dire moins de la moitié de la moyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Serge Zaka, qu'il va falloir planter du mil, de la pistache, Alors, il y a énormément d'alternatives qui permettent de gagner quelques petits pourcentages, mais c'est un ensemble de pratiques qui permet de faire face au changement climatique. Donc, il y a, par exemple, des nouvelles variétés de maïs, de blé, etc., etc. Donc, c'est des nouvelles variétés qui ont une utilisation de l'eau plus efficace, qui utilisent beaucoup moins d'eau pour faire du rendement, faire des grains. Ça, c'est l'évolution génétique qui l'a permis. Il faut savoir que le rendement du maïs en sécheresse aujourd'hui est équivalent au rendement du maïs avec toute l'eau qu'il lui faut en 1950. On a eu une évolution génétique extrêmement importante et ça, il faut le souligner. Ensuite, il y a de nouvelles espèces qui peuvent arriver. Donc, par exemple, du sorgho qui peut remplacer quelques champs de maïs sur les terres les moins favorables au maïs. On a éventuellement l'orge qui peut remplacer le blé, on a éventuellement le mil, le millet, peut-être même la pistache qui pourra arriver. Il y a des tests qui sont en cours du côté d'Avignon. Peut-être des agrumes dans des régions où il peut y avoir quand même un peu d'eau. Des oliviers qui peuvent remonter également. La vigne aussi qui peut remonter. Enfin, en gros, c'est une évolution plus profonde puisqu'il faut créer des filières. Et je terminerai juste par l'agriculture de conservation des sols. C'est une agriculture avec moins de labour, avec plus de cultures intermédiaires, donc des couverts végétaux qui font de l'ombre sur le sol tout le long de l'année. Et ça évite les pertes en eau et ça fait augmenter la réserve utile du sol. Alors, c'est pas magique, c'est peut-être 5%, 10%, mais ceci dit, c'est toujours 5%, 10% de prix qui, associés à de nouvelles variétés ou associés à de nouvelles espèces, font gagner aussi 5 à 10%.
Et tout un ensemble fait qu'on pourrait gagner 20-30%, diminuer l'utilisation en eau de l'agriculture. Bien, merci Serge Zaka, je vous laisse. Vous êtes agroclimatologue. Dominique Bourg sera avec nous tout à l'heure. Nous allons prendre Alain aussi, qui est à Lyon, qui est très inquiet. Et nous allons parler, après la pub de 11h30, 11h28, nous allons parler des solutions. Que faire pour maintenant lutter contre cette sécheresse et que faire pour mieux utiliser l'eau? Il y a plein de solutions. Serge Zaka en a abordé une, amélioration de la génétique des plantes. C'est une des solutions, mais il y en a beaucoup d'autres. 11h28, à tout de suite, vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. Il est 11h31, merci d'être avec nous. Alors, la situation, la sécheresse, les conséquences de la sécheresse et les solutions pour essayer de faire face à cette situation. Alain, lui, en attendant, est inquiet. Bonjour Alain. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes chef d'entreprise. Je suis très content de votre appel. Je suis très content que vous exprimiez sur le sujet et je suis très content de l'évoquer parce que ça passe un peu inaperçu. Et pourtant, Alain, vous êtes inquiet? Je suis inquiet, je suis réaliste. Oui. Je regarde ce qui se passe. Bon, je m'occupe d'environnement dans le cadre de mes activités professionnelles, donc je suis particulièrement sensibilisé. Il y a encore, à l'heure d'aujourd'hui, un manque d'information par rapport au grand public qui est quand même invraisemblable. Là, on vient de passer 10 jours sur Pierre Palmade. Regardez, vous faites une heure sur le climat, alors que ça devrait être l'inverse. Pierre Palmade aurait dû faire 1 heure et on aurait dû faire 10 jours sur le climat et sur la sécheresse. Mais moi, je fais 1 heure par jour. J'ai pas fait 1 heure sur Pierre Palmade. Je vous le dis tout de suite. Alors. Non, mais quand je dis vous, je parle des médias. Non, mais évidemment, vous avez raison. Mais vous avez raison. Mais ça, alors là, c'est un détour. Oui. Non, mais ça, c'est un vrai problème. Et notamment sur les télévisions en continu qui n'arrêtent pas quand elles se saisissent d'un sujet et qu'elles voient que ce sujet marche un peu. Et ben, hop, c'est fini. Et là, vous en avez pour 8 jours. Je sais comment ça marche. Donc vous parlez de solution, déjà ça c'est une première solution. Oui. Comment voulez-vous que les gens soient sensibilisés à une problématique si une fois de temps en temps on leur parle d'un sujet qui est déjà très technique, qui est compliqué à comprendre, qui est anxiogène. Donc les gens ils ont envie d'entendre autre chose. Quand on leur parle d'eau, ils pensent aller se baigner, prendre un bain. Ils pensent pas faut couper l'eau ou faut faire attention comment on la consomme. Moi je vois, j'ai une voiture de luxe par exemple. Chaque fois que je la porte à l'entretien, ils veulent la laver. Alors je me bagarre avec eux en disant vous lavez pas la voiture. Pourquoi on lave les voitures pour la rendre aux clients? On pourrait au moins économiser cette eau. Tout à l'heure, vous aviez un agriculteur. Il ne faut pas monter les agriculteurs contre les écologistes ou vice-versa. Ça, c'est une bagarre qui avait lieu il y a 30 ans, mais aujourd'hui, elle est totalement dépassée. Mais par contre, l'agriculteur, déjà, quand on voit les champs de maïs qui, à 2 heures de l'après-midi, sont arrosés en plein soleil, alors qu'il fait 40 degrés, peut-être qu'aujourd'hui, il faudrait penser à arroser les champs de maïs à minuit. Je pense que la technologie d'aujourd'hui permet de mettre un minuteur qui va enclencher l'arrosage qui de toute façon est automatique et il arrosera pendant la nuit où les températures sont quand même beaucoup moins élevées, l'évaporation, etc. On peut en parler pendant des journées entières. Là, j'ai l'exemple d'une amie qui travaille au Moyen-Orient, qui a gagné royalement sa vie, donc qui réinvestit son argent dans l'environnement en France. On est dans une situation totalement ubuesque, et je vous dire, est totalement vraie. Elle a gardé son ancienne entreprise quand elle est partie travailler au Moyen-Orient. Ça fait 15 ans qu'elle y travaille. Elle a gardé son ancienne entreprise, elle a coûté une fortune de la garder en activité. Et ben, le tribunal dont dépend son entreprise vient de la mettre en liquidation parce qu'elle a un compte courant évidemment qui est important. C'est son argent à elle, mais ils ont mis la boîte en liquidation. Donc toute son activité environnementale qu'elle faisait en France via cette entreprise est actuellement stoppée parce que il faut qu'elle vienne expliquer au tribunal que en fait c'est l'argent de son compte courant et c'est pas un déficit de l'entreprise. Oui, bien sûr, je comprends. Est dans des situations délirantes. Donc, il y a des gens qui prennent des initiatives, on leur met les bâtons dans les roues. Et il y a un problème de constance. Il faut absolument que les gens... Et cet été, va arriver El Niño. Normalement, on va avoir un El Niño qui va arriver à partir, les débuts de l'été. Les gens ne savent pas trop encore, août, octobre. Mais s'il y a El Niño cet été, ça peut être 4-5 degrés de plus que l'année dernière. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Oui, non, mais je suis d'accord. Merci Alain pour ce témoignage. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Mourad? Vous vouliez parler, des forêts, par exemple. Oui, alors peut-être aussi d'abord pour répondre. Oui. Non, mais Jean-Jacques, peut-être pour répondre à notre ami ami auditeur. Aujourd'hui, on fait, c'est-à-dire que. Moi, en 2006, j'ai lancé une collection, une série documentaire qui s'appelle Sale temps pour la planète, qui est diffusée sur France 5, rediffusée sur Ushuaïa, etc.
On fait, là par exemple, je monte une plateforme qui s'appelle 2 degrés de plus, parce que les gens de degrés, ils ont l'impression que c'est le Club Med. En réalité, on va essayer, nous, d'avoir à la fois ce qu'on fait ici, c'est-à-dire diagnostic et solution. Ce qu'il faut dire, et il a raison à propos d'El Niño, El Niño, c'est plus de sécheresse à venir, mais partout dans le monde, ça veut dire des guerres qui vont malheureusement éclater. Ce que je voulais dire, c'est que je suis allé en Guyane, je fais juste une petite parenthèse, je suis allé en Guyane, à 32 degrés la journée, la température, on est sur ce fameux point de bascule. Dans les forêts tropicales humides, à 32 degrés, la forêt n'est plus un puits de carbone, mais devient une émettrice de carbone. Ça veut dire que là, la température va s'enflammer, pire encore que la fonte des glaciers. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a partout, et je suis d'accord pour dire qu'il ne faut pas opposer les gens. Il faut au contraire trouver l'intérêt général. Aujourd'hui, l'ONF, il travaille formidablement bien, mais contrairement aux agriculteurs qui peuvent changer de production d'une année sur l'autre ou sur 2 ans, la forêt, il faut 30 ou 40 ans. 30 ou 40 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ONF pense à la forêt de demain. Ça veut dire qu'ils essayent des nouvelles espèces. Ça veut dire que ces espèces, elles viennent de l'arc méditerranéen. Les promeneurs du dimanche qui viennent, qui ont découvert la forêt à la faveur de la pandémie, ils se disent, oh là là, vous n'allez pas mettre, je sais pas moi, des palmiers ou je ne sais quoi. Non! Oui, il le faut. Le promeneur ne doit pas juste parce qu'il dit oh là là, l'ADN de la forêt des Vosges par exemple, c'est l'épicéa. L'épicéa aujourd'hui, à cause de la sécheresse, il est en train de mourir. Il est en train de disparaître. Il y a une petite bête, un insecte qui s'appelle le scolite, qui est en train de le bouffer de l'intérieur et il est en train de mourir. Il n'y aura plus dans les Vosges d'épicéa. Les chênes remontent. Et tout un tas de questions comme ça. À chaque fois, par exemple, vous prenez les pompiers. Les pompiers avant, ils étaient formés à la lutte contre les incendies et les méga-feux dans le sud de la France. Aujourd'hui, ça remonte. Vous avez aujourd'hui, on l'a vu évidemment en Gironde, mais dans le Nord, dans les Vosges, ils sont obligés aujourd'hui de former leurs soldats au feu. Ce qui n'était pas le cas avant. Qu'est-ce que vous vouliez dire, Irène Tolleray? Vous écoutez, je vous voyais à la fois approuver, pas toujours. Hein, alors, j'approuve, sauf sur le point des agriculteurs qui peuvent changer en 2 ans, pour peu qu'on ait encore des agriculteurs. Parce qu'ils se prennent des chocs climatiques colossaux. Moi, j'ai été élue en 2014 maire d'un petit village. Depuis 2016, il y a eu dans mon coin une catastrophe climatique et avec les systèmes assurantiels qui sont en passe d'être résolus mais qui sont pas super efficaces quand même, les agriculteurs ils sont désabusés et donc il y a beaucoup d'agriculteurs qui doivent partir à la retraite et si on trouve pas des solutions concrètes pour qu'ils aient un bon revenu, de l'eau et produire, je sais pas s'ils vont continuer. Mais il n'y a pas que les agriculteurs qui sont concernés, on parle beaucoup des agriculteurs à juste raison, parce que ce sont les premiers, ils sont en première ligne. Toute l'économie. Toute l'économie. Alors Alain pose une bonne question, où est passée l'eau? C'est très intéressant la question. Je vais prendre Alain, mais auparavant je voudrais accueillir Dominique Bourg. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Dominique Bourg. Avec plaisir. Vous écoutez peut-être ce que nous disons depuis un moment. Oui, j'écoute. J'ai dit en début d'émission, sécheresse, la catastrophe ignorée, avec point d'interrogation. Point d'interrogation, à la limite, j'aurais pu mettre un point, hein, parce qu'elle est ignorée, me semble-t-il. Elle est ignorée, Dominique Bourg. Alors, ignorée, oui et non. En fait, elle n'est pas ignorée en termes d'angoisse. Je crois que là, les gens se rendent compte qu'il y a quand même vraiment un problème. Vous parlez des agriculteurs, effectivement, eux sont au front. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a vraiment basculé, on a changé de climat depuis 2018. Si vous regardez par exemple les vagues de chaleur, vous regardez les canicules au XXe siècle, vous allez les compter sur les doigts d'une main pour la France. Vous vous souvenez, l'été dernier, vous avez eu 3 canicules dans l'été. Si vous regardez depuis quelques années, dans l'hémisphère nord, donc chaque été, vous avez des vagues de chaleur qui ne cessent de succéder. Donc la sécheresse, l'irrégularité des saisons, les autres manifestations extrêmes, etc., elles ne cessent de se multiplier. Donc effectivement, il faudrait faire que, de telle sorte qu'il n'y ait pas que de l'angoisse du côté des gens, mais qu'il y ait aussi une information assez précise et savoir que ça, eh bien, c'est pas quelque chose de statique, hein, c'est dynamique, ça va continuer malheureusement à s'aggraver et ça veut dire qu'en face, il faut vraiment changer de A à Z nos comportements. C'est ça que ça signifie. Oui, changer nos comportements. Alain, restez avec nous. Dominique Bourg, on nous en parle des solutions, hein, on est entré dedans. Alain est à Valence. Bonjour Alain. Oui, bonjour Monsieur Bourdin, je vous remercie de me prendre. Je vous en prie. Allez-y, quelle question? J'avais une question toute simple, mais avant je voudrais juste faire une petite parenthèse par rapport à l'intervention de notre ami agriculteur quelques minutes auparavant, pour dire que le refus des bassines dans le Poitou, me semble-t-il, il n'y a pas si longtemps que ça, n'a pas été le fait de l'Europe. Hein.
Même si je suis fervent opposant à l'Europe. Pas du tout. Non, voilà, pas du tout. Il n'y a pas que les problèmes de l'Europe pour faire des réserves. On est d'accord, voilà. Alain, mais évidemment. Moi, j'avais une question toute simple, effectivement, à poser à vos spécialistes, c'est où est passée l'eau ? Parce qu'en fait, si on a une augmentation globale des températures, ça devrait, me semble-t-il, signifier plus d'évaporation, donc plus de nuages. Or, ces nuages, on ne les voit pas. Est-ce qu'il y a des zones sur la planète où la pluviométrie a énormément augmenté, par exemple? Est-ce qu'on a déplacé les zones de pluviométrie? Voilà. Oui, vous dites, plus il fait chaud, et plus il doit y avoir de pluie, quoi. Non, alors non, pas tout à fait. Alors allez-y. Plus il fait chaud, plus il devrait y avoir d'évaporation et donc de création de nuages. Après, les nuages, effectivement, l'eau doit bien tomber quelque part, je crois. Qui veut répondre? C'est pas si simple. Non, c'est pas très simple. Ce qui est sûr, c'est que dans le rapport... On mettra Dominique Bourg après. Oui, allez-y. Dans le rapport du GIEC, les derniers rapports, il est clairement établi qu'on est dans des phénomènes extrêmes. Là, il pleut beaucoup, il va pleuvoir encore plus. Là où on a effectivement moins de pluie, il va pleuvoir encore moins. L'explication, je pense qu'il faut... C'est-à-dire qu'on aura de plus en plus de fortes pluies, diluviennes, inondations dans certains endroits de la planète, et puis de plus en plus de sécheresse dans d'autres endroits. On le voit déjà, il suffit de regarder le Pakistan. 6 mois d'inondation extrême. On peut regarder aussi du côté c'était en Thaïlande, 6 mois. Tout le monde se plaignait en France parce que on n'avait plus des disques durs, puisque c'était là-bas qu'on fabrique, puisqu'on délocalise tellement. Le vrai problème aussi, ça va être la mondialisation. C'est-à-dire, en gros, produire, consommer européen, local. En tout cas, ça, c'est une vraie question qu'on doit se poser. Mais les migrations, toutes ces questions. Mais Jean-Jacques, vous avez d'autant plus raison que 0,1 degré de plus, c'est 100 000 migrants de plus. Ça veut dire que sur nos modes de vie, il va falloir réfléchir à la manière dont on va accueillir l'autre. Dominique Bourg. Oui, alors si vous voulez, quand vous avez un réchauffement d'1 degré, c'est 7% d'évaporation en plus. Donc effectivement, plus ça se réchauffe, plus il y a d'évaporation. Mais comme l'a dit l'intervenant précédent, ces pluies, si vous voulez, elles sont distribuées de façon beaucoup plus irrégulière. Effectivement, le Pakistan, vous avez une mousson qui était du triple au quintuple de ce qu'elle est habituellement. Et donc c'est ça le dérèglement climatique, les événements extrêmes. C'est-à-dire qu'on a en fait une répartition des choses qui est assez différente, et c'était dit, là où il pleut peu, il pleuvra encore moins, et là où il pleut beaucoup, il pleuvra encore plus. Donc c'est surtout l'irrégularité, c'est pas qu'il y a moins Bien sûr, c'est l'irrégularité. Alain, vous avez la réponse? Oui, tout à fait, ça répond tout à fait. Merci. Voilà, merci Alain dans tous les cas, et d'avoir posé une question très pertinente d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Merci. Alors, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, parce que tout d'abord, pour rassurer Alain sur le fait que l'Europe faisait plein de choses justement qui correspondaient à ce problème-là, parce que ces phénomènes très violents de pluie, on les a aussi chez nous. On a moins de petites pluies régulières, on n'a plus de gros épisodes plus violents, plus fréquents, qui ont comme capacité de dépasser la capacité d'absorption des sols. Et c'est pour ça aussi que ça ne recharge pas les nappes et que ça ruisselle. D'où l'importance de financer avec les eaux en plus, soit des bassines, soit des retenues collinaires et l'Europe les finances. Bien, Vanessa aussi intervient. Il y a beaucoup d'appels sur le sujet. Je ne suis pas étonné que ça concerne vraiment les gens. Il y a une inquiétude, elle est latente. Et c'est vrai que les médias, on est parfois un peu fautifs. Je suis assez d'accord avec les remarques faites tout à l'heure. On évoque peu ces sujets. Vraiment peu. Ça ne passionne pas, à tort. À tort, parce que c'est absolument passionnant. Et puis, c'est notre inquiétude globale, collective. Et puis c'est un besoin vital. C'est un besoin vital. L'eau, et sans alimentation. Mais évidemment. On prendra Vanessa après. Il est 11h44, un peu de pub. Allez, il est 11h46. Merci d'être avec nous. Tiens, nouveau témoignage, puisqu'il y a beaucoup de monde qui appelle. Vanessa est dans le Gers. Bonjour, Vanessa. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à vos invités. Vous êtes ouvrière agricole et la sécheresse vous inquiète vraiment? Moi j'ai eu très peur pour nos vaches cet été parce qu'on a plusieurs parcelles sur lesquelles on les disperse. Et il y a une parcelle en l'occurrence, on n'a vraiment pas pu les y mettre par manque d'eau. Par manque d'eau. Donc elles maigrissent? Elles maigrissent parce que l'herbe, il n'y avait pas d'herbe déjà. C'était vraiment, ce serait cru au Sahara.
Et on avait beau leur apporter du foin, elles n'en ont pas manqué, mais il manquait la richesse qu'apporte l'herbe en elle-même. Bah, bien Donc sûr. voilà, le stock a diminué. Voilà, c'est compliqué, quoi. Bah, et puis même pour le fourrage, cette année, des fois on arrive à faire 2 coupes de foin. Cette année, on a péniblement fait une coupe. Ouais. Péniblement. Bien, merci Vanessa dans tous les cas. Mais merci à vous, et on a eu la vigne aussi. Et vous avez de la vigne, mais la vigne souffre aussi de la sécheresse. Pourtant, j'ai jamais vu d'une année pareille. Même les plants qu'on avait refournis parce qu'il y avait des trous, ils sont morts. Ils sont morts, ils n'ont pas pris. Donc on a investi et malheureusement investi à perte parce que rien n'a pris. Et le rendement, pareil. Certes, on a eu l'économie de ne pas faire de traitement parce que nous on fait que de la bouillie bordelaise. Oui. C'est sûr, pendant 4 mois, il n'y a pas eu une seule goutte d'eau. Mais vraiment pas une. Et ce qui fait que. Et là, la situation, là. Là, c'est pareil, on attend l'eau. On n'en a pas spécialement. Non, et je peux vous dire que je travaille, là je suis actuellement dans la vigne, je travaille en t-shirt. Et on est en hiver. C'est incompréhensible. Là, on est censé replanter. On nous a prévu de l'eau, j'espère. Parce que c'est pareil, les plants, cette année, s'il ne pleut pas, voilà, on va souffrir. Merci Vanessa, c'est intéressant le témoignage de Vanessa quand elle parle de la vigne, parce que c'est une plante qui habituellement résiste à la sécheresse. Mais même la vigne, aujourd'hui, souffre, et même les oliviers souffrent de la sécheresse. Dominique Bourg, les solutions, au-delà de l'administration, hein, il faut absolument faire avancer. Quelle autre solution, Dominique Bourg? Je sais pas, meilleur traitement, meilleure adduction d'eau? Non, il y a différentes solutions, mais je voudrais simplement revenir, si vous voulez, sur 2 choses, sur ce que vient de dire Vanessa. Non, on comprend. ça fait 30 ans qu'on comprend, si vous voulez. Mais effectivement, ça passait pas. Et bien sûr, vous l'avez dit, je peux y revenir, le rôle des médias, mais pas seulement. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Deuxième chose, sur les méga-bassines, non, attention. Alors, c'est vrai qu'en écologie, c'est rare qu'une affirmation puisse être universalisée. C'est souvent variable selon les contextes. Mais de manière générale, je dis bien, de manière générale, souvent une méga-bassine, ça va perturber encore plus le cycle de l'eau, ça intensifie l'évaporation, etc. C'est pas forcément une solution. Il ne faut pas raconter aux gens que c'est une solution universelle. Si vous voulez, ça serait faux. Alors, les solutions, le problème, vous avez affaire à un problème extrêmement complexe, avec des strates très différentes. Les solutions, c'est pareil, il n'y a pas une solution. Non. Il y a effectivement des solutions. Non, mais quelle solution Eh bien, elles sont à différents niveaux. C'est-à-dire qu'effectivement, je vous parlais les modes de vie. C'est-à-dire tout à l'heure, ce qui était dit sur le lavage d'une voiture, effectivement, c'est une vieille habitude et c'est complètement absurde. On a un manque d'eau. Alors, ça vient de manière brutale. Les gens ont peut-être pas encore bien compris, mais on va être confronté de manière chronique à cette difficulté de s'approvisionner en eau. Donc, il y a des attitudes qui étaient normales qui ne le sont plus. Donc, effectivement, ça, c'est les petits gestes. Maintenant, l'agriculture, vous parlez tout à l'heure du maïs, il y a peut-être des régions où le maïs qui est en général une plante plutôt gourmande en eau n'aura plus sa place. Alors effectivement, il est déjà mieux arroser à minuit qu'en plein soleil, mais peut-être qu'il y a certains types de cultures. Il y a des types d'agriculture qui permettent de mieux résister dans les pays chauds. On sait ça depuis très longtemps avec le paillage, etc. On maintient l'humidité des sols. Le labour, c'est terrible quand vous avez une sécheresse parce que le sol se dessèche beaucoup plus rapidement. Ouais, les solutions, elles sont tout à fait multiples. C'est à la fois changer un certain nombre de règles politiques. Par exemple, le maïs, non, il y a des régions où le maïs n'a plus sa place. Et puis, changer nos modes de vie, et il faut que ça aille ensemble, et effectivement, c'est pas la peine d'accuser une profession ou une autre. Ouais, bien sûr, non, mais Dominique Bourg, ça, vous avez raison, mais je voudrais quand même qu'on parle de l'utilisation de l'eau, parce que, pour des raisons agricoles, à des fins agricoles, très bien, on en a parlé, mais pour le quotidien de chacun d'entre nous, et l'utilisation de l'eau, et puis les communes. Irène Tolleré, la responsabilité des communautés de communes sur la gestion de l'eau, la gestion, le gaspillage, la perte.
on perd encore beaucoup d'eau. Oui. Les canalisations sont souvent anciennes. L'adduction d'eau, il y a un effort considérable à faire. Oui, alors soit dit en passant, dans le cadre de la nouvelle PAC, les investissements pour lutter contre les fuites peuvent être mis remises pour étendre un petit peu les capacités d'irrigation. Mais moi je crois que dans les solutions, il y a économiser, substituer, réutiliser. Économiser l'eau en général, par exemple au niveau des puissances publiques, en installant systématiquement, quand il y a une nouvelle construction ou une rénovation, un troisième réseau. Ça veut dire quoi? Quand on se douche, l'eau peut servir pour les toilettes. Et ça, mine de rien, multiplié par 23 millions de foyers, ça fait pas mal d'économies d'eau. Je rappelle que l'agriculture, c'est que 8% des prélèvements. Hein. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler sur les autres. Substituer, ça veut dire essayer d'éviter par des nouvelles pratiques, par des nouvelles plantes, par de la recherche de mettre de l'eau. Et puis, réutiliser, on vit de plus en plus en ville. Ça veut dire qu'on produit de plus en plus d'eau en sortie de station. En France, on les utilise quasiment pas, alors qu'aujourd'hui, ce sont des modèles qui sont utilisés en Israël, en Espagne, au Danemark, couramment. C'est-à-dire cette eau, c'est retraitée. C'est de l'eau retraitée. De l'eau retraitée qui peut arriver jusqu'à qualité baignade. Hein, c'est ce que demande l'ARS en France. Oui. C'est des tests au niveau du Grand Pic Saint-Loup. Oui. On a mis en place dans plusieurs communes des tests pour dire on a une population en croissance dans l'Hérault, on a une attractivité, cette eau, mettons-la à disposition des agriculteurs parce qu'on savait qu'on n'avait pas de cours d'eau majeurs et qu'on avait Ce sont des eaux usées retraitées. Retraitées. Et qui sont utilisées dans l'agriculture. Et qui peuvent être utilisées dans l'agriculture, qui sont utilisées dans d'autres pays. Et au jour d'aujourd'hui. Pourquoi ça se fait pas? C'est utilisé en Espagne. Eh ben oui, aujourd'hui, on attend encore les réponses des ARS. Je peux vous dire, en tant que députée européenne, j'ai été élue en 2014, le vice-président de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, il m'a encore parlé en novembre 2022. Irène fait quelque chose pour qu'on ait nos autorisations. C'est la pression sanitaire, en fait. Aujourd'hui, il y a comme ça un diktat. Il faut absolument que ces eaux usées soient propres. Pas de problème, une transparence. Et c'est ça qui est terrible aujourd'hui, c'est qu'on en arrive parfois avec des idées simples. On a face à soi, et notamment les agriculteurs et les autres, un millefeuille administratif. Dominique Bourg, rompus à tout ça. Vous êtes d'accord avec tout ça? Non, je suis... Oui, tout à fait. Avec ce qui vient d'être dit, si vous voulez, sur la question de la réutilisation d'eau, sur la pression sanitaire. En fait, si vous voulez, on a des administrations qui ont du mal à comprendre qu'on change et qu'on change très rapidement de monde. Oui. Donc effectivement, l'Espagne, c'est un pays chaud, ça fait très longtemps qu'ils sont habitués à la rareté de l'eau. Et donc effectivement, nous, on va être à peu près dans la même situation. Donc là, on a une voie d'inspiration. Maintenant, sur les 8% d'eau pour l'agriculture, non. Au niveau du monde, la consommation d'eau, c'est... Voilà, hein, au niveau du monde, c'est 70. Voilà, hein, c'est 70%. Et au niveau français, on est à 8%? C'est variable, ça va être très variable. Non, 8%, à mon avis, c'est beaucoup plus. Ce que je vous dis, c'est 70%. C'est chiffre officiel, hein. Oui, écoutez, il faut voir d'une région à une autre, mais je pense 8% de la consommation d'eau en France pour l'agriculture, ça j'y crois pas du tout. Des prélèvements. Ah, des prélèvements, oui, mais justement, alors après, il y a vraiment un problème. En tout cas, oui, si vous voulez, la réutilisation, c'est quelque chose de très important, et surtout, bien comprendre, si vous voulez, c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que nous, il y a des pays qui depuis longtemps sont confrontés, qui depuis longtemps ont adopté des solutions. Et nous, effectivement, il y a une forme d'inertie. On ne veut pas comprendre que le monde change et qu'il change très, très rapidement. Donc effectivement, les règles, les politiques publiques doivent changer. C'est une question d'urgence désormais. Bien, merci beaucoup Dominique Bourg. Morad Aïtabouche. Non, je voulais ajouter, l'ingénierie salvatrice n'existe pas. Il ne faut pas attendre des solutions miracles demain. Il faut, et on l'a vu par exemple sur l'énergie, les Français, on leur a dit attention, il va y avoir des délestages. Les Français ont économisé 10% aujourd'hui de leur électricité. On pourrait économiser 10% de l'eau qu'on consomme. Sans problème. Sans problème. Mais c'est vrai qu'on n'est pas... Ça paraît tellement naturel, encore plus naturel, d'ouvrir son robinet que d'avoir chaud. Et pourquoi on n'installerait pas des robinets qui, justement, livrent juste 1 litre, pas plus? Les douches, ça s'arrête au bout de... En fait, ça, c'est une volonté politique d'imposer au niveau européen, pourquoi pas, aux constructeurs, aux fabricants de robinetterie. On leur dit, voilà, vous devez faire comme un compteur. C'est la liberté individuelle, après. On a bien vu que sur la pandémie, la liberté individuelle, quand on est en temps de guerre, il faut changer nos habitudes. On est en temps de guerre, là? On est en temps de guerre. Oui, guerre climatique, oui, clairement. Guerre climatique, oui. Après, je pense qu'il y a d'autres normes européennes qu'il faut surtout ne pas faire bouger. En ce moment, on a une grosse pression, vu le manque d'engrais, pour faire bouger la directive nitrate.
Oui. Or, moi, je dis que vu qu'on manque d'eau, c'est vraiment pas le moment qu'en plus on concentre les nitrates. C'est-à-dire qu'on doit vraiment se dire que l'eau c'est essentiel pour la vie. On a besoin de 750 litres. On est constitué d'eau. On a besoin d'alimentation. Donc on a besoin de notre agriculture européenne. On doit être au rendez-vous de l'eau pour les agriculteurs. Donc faisons en sorte que les politiques publiques ne gâchent pas la qualité de l'eau. Juste un mot peut-être, Jean-Jacques, pour dire qu'effectivement, l'éco-anxiété dont on parlait, il y a des études qui montrent que les jeunes sont de plus en plus anxieux à cause de ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'on en parle souvent comme une catastrophe annoncée. Ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, ce dont ils ont le plus peur, c'est le manque d'action sur le climat, pour essayer d'inverser en fait cette réalité, ce changement climatique en cours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on reste passif, si les gouvernements restent passifs, là on va vraiment dans le mur et l'éco-anxiété va augmenter et on va avoir des jeunes qui vont être vraiment pour le coup tendus. Il est 11h58, merci d'être venu nous voir, merci d'avoir participé à ce débat. 11h58, Sud Radio, merci. Bien, donc... Comme je le disais il y a quelques minutes, 12 points retirés sur le permis en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants. C'est la proposition de Gérald Darmanin. Qu'en pensez-vous ? 0826 300 300. Nous allons en parler donc dans un instant avec deux invités. Pierre Lagache, donc, qui est vice-président national de la Ligue contre les violences routières. Vous êtes là, Pierre Lagache, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et maître Philippe Courtois, avocat spécialisé dans la défense des victimes des accidents de la route. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous en studio. Alors, est-ce une bonne idée ou mauvaise idée, Pierre Lagache ? Écoutez, c'est en tout cas c'est un peu surprenant cette annonce de Gérald Darmanin. Puisque depuis des mois, on observe quand même une politique nationale de la sécurité routière qui est plutôt au point mort. On a observé des reculades successives sur le 90 km/h, sur le 110 km/h sur autoroute, sur le contrôle technique des motos, plus récemment sur les radars urbains. Et donc, il aura fallu finalement qu'un accident dramatique qui implique une personne connue pour que le ministre de l'Intérieur s'intéresse à nouveau à la sécurité routière. Donc c'est notre première réaction quand même par rapport au contexte. Bon, mais ça, sur le fond, au-delà du commentaire, sur le fond, vous êtes favorable ou pas ? Si vous voulez, c'est un sujet quand même, le fait de constater... Oui, c'est un sujet, mais est-ce que vous êtes favorable ou pas ? On est favorable au renforcement des sanctions vis-à-vis des conducteurs ayant des comportements délinquants, déviants sur la route. Oui, il faut renforcer les sanctions. Si la réponse attendue est celle-là, bien évidemment, parce que on constate, notamment de par les relations qu'on a avec les victimes, que les peines finalement qui sont prévues par la loi et qui sont importantes, puisque dans le cas présent, ça peut aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Ces peines ne sont jamais prononcées, y compris dans des cas où on a des comportements inacceptables. Donc le fait que les sanctions soient renforcées auprès de ce type de conducteurs, c'est plutôt une bonne chose, mais faisons en sorte que la loi soit davantage appliquée. C'est le sens d'une démarche qui est menée actuellement par le sénateur Laurent Somon, qui travaille sur la notion d'homicide routier et qui a fait une proposition de loi qui doit être examinée par le Sénat pour faire en sorte que les indulgences, parce qu'il y en a encore beaucoup, les indulgences qui soient accordées dans le cadre d'aménagement de peine ne soient plus d'actualité. Bien, alors aujourd'hui, je me tourne vers vous, maître Courtois, aujourd'hui, lorsque l'on conduit sous l'emprise de stupéfiants, on risque, si l'on est pris, 6 points en moins. Oui, tout à fait. Bon, c'est 6 points et pas 12. Non, 12, pas 12 propose Darmanin. Aujourd'hui, c'est 6 points. Et jusqu'à prison, et comme le rappelait Pierre Lagache, et s'il y a accident, évidemment, très très forte indemnisation et amende. Oui, c'est vrai, mais même la conduite avec de la drogue, il peut y avoir des sanctions importantes, mais elles ne sont jamais appliquées. Il n'y a jamais des sanctions qui vont dans ce sens-là. Ce qui est dommage avec ces annonces, c'est que c'est vraiment d'actualité. On va parler de l'homicide routier parce qu'on en a parlé la semaine dernière. On va parler de la drogue parce que le responsable avait de la drogue. Et on oublie tout le reste. En fait, ce qui est dommage, c'est que, je suis tout à fait d'accord avec M. Lagache, c'est qu'il y avait depuis plusieurs mois, plusieurs années, une demande des associations pour qu'il y ait une réforme générale, complète sur la prévention, sur les médicaments, on n'en parle pas.
Pourquoi M. Darmanin ne parle pas des médicaments de classe 3 qui interdisent la conduite? Et il y en a énormément. L'alcool, je vais arrêter d'en parler, puisque de toute manière, en France, si on enlève nos 0,5, ça ne va pas aller. Donc autant les laisser, mais dans l'absolu, il y a plein de choses qui ne sont pas faites pour aller plus loin. Non, mais là, vous soulevez plusieurs problèmes. Vous parlez du dépistage. C'est vrai qu'il est plus facile au volant de dépister l'alcool que de dépister la prise de drogue. Oui, enfin, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui. Donc, on n'a pas les moyens, oui. Mais ce que propose M. Darmanin, il va y avoir des problèmes juridiques. Le CBD et le cannabis, on ne peut pas les différencier pendant le contrôle. On fait quoi? On va avoir des procédures où les confrères vont forcément arriver à faire tomber cette procédure pour le CBD. C'est pas la solution, honnêtement. Là, vraiment, c'est dommage parce que c'est vraiment des petites mesures qui ont été annoncées, alors que on a vu avec cette affaire et ces affaires, on parle que de celle-ci en janvier. Qui a parlé des 200 et quelques morts sur nos routes? Personne. Personne n'en a parlé, alors que toute la France s'est vue énervée, agacée, qu'on laisse une telle personne être sanctionnée. La détention, personne n'a compris ce que ça voulait dire, c'est pas la peine pénale. Oui, tout le monde pensait que c'est... Non, c'est pas pour aller plus loin. Maître Courtois, avant de revenir sur les dangers, évidemment, de conduire, parce qu'il faut toujours rappeler ça, les dangers de conduire sous l'emprise de stupéfiants, le dépistage. Regardez les chiffres, en 2022, 800 000 dépistages de drogue au volant. Salivaire ou sanguin. Bon, combien pour l'alcool? Beaucoup plus, j'imagine. Bien sûr. Pierre Lagache, beaucoup plus. 7 millions. Donc on est à 10 fois plus. Voilà, 10 fois plus. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. Pourquoi est-ce qu'on on dépiste plus l'alcool? Ils sont faits en même temps, hein, les dépistages. Ils sont faits en même temps? Ah bah oui, forcément. Alors pourquoi 800 000 d'un côté et 7 millions de l'autre? Non, mais après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que finalement, ça peut paraître beaucoup, même 7 millions de contrôles, ça peut paraître beaucoup, mais vous voyez, sur les stupéfiants, aujourd'hui, on est à peu près à 800 000, donc on est à peu près à 18 contrôles par jour et par département. Vous voyez ce que ça représente? Donc on passerait, avec le chiffre de 1 million annoncé, à 25 à peu près de contrôles par jour et par département. On voit bien que le dispositif de contrôle n'est pas à la maille. On ne peut pas non plus mettre un gendarme derrière... comment on fait? On va pas... La police et la gendarmerie ne vont pas passer leur temps à contrôler sur les routes. Si vous voulez, je pense qu'il faut une approche un peu globale du sujet. Il y a effectivement de la prévention à faire, ça c'est sûr. Il faut sans doute renforcer l'action de prévention, notamment au niveau de nos jeunes, mais pas que. Mais il y a souvent une sous-estimation du risque, notamment sur le cannabis. Hein. Moi, je l'observe assez régulièrement. Donc, il faut agir là-dessus. Il faut créer les conditions pour qu'on ait davantage quand même de contrôle, parce que pourquoi ne pas envisager un même niveau de contrôle entre l'alcool et les drogues? Je pense qu'il devrait y avoir un niveau de contrôle qui soit du même niveau. Et ensuite, il faut aussi regarder l'ensemble du dispositif. On sait par exemple qu'aujourd'hui, les contrôles de police peuvent être signalés. En France, aujourd'hui, signaler un contrôle de police sur un groupe Facebook, c'est autorisé, voyez-vous. Il peut y avoir d'autres systèmes aussi. Dans d'autres pays, il y a des pays, notamment la Suisse, qui ont interdit cela. Donc, si on met en place des contrôles et que les personnes contrevenantes ont les moyens d'échapper à ces contrôles, vous voyez qu'il y a aussi là un sujet. Donc, c'est vraiment une approche vraiment très globale. Et ensuite, il y a la question des peines. Il y a la question des peines. Et là, c'est moins un problème de loi que de faire exécuter. 12 points de permis en moins, il n'y a pas de... On ne fait pas exécuter ou pas. On a 12 points de permis en moins, on perd son permis, quoi. Là, c'est clair. Rien n'empêche de conduire. Hein. On aura plus de personnes sur les routes sans permis qu'autre chose. Hein. C'est un risque aussi. Oui. C'est un risque. Il y a pas... Mais d'accord. Mais oui, il y a toujours, quand il y a sanction, il y a toujours risque que la loi ne soit pas appliquée par ceux qui sont sanctionnés. Mais est-ce qu'elle est appliquée aujourd'hui? Est-ce qu'elle est appliquée aujourd'hui? C'est ça le problème. Alors je sais qu'on va pas aimer, mais on prend juste Monsieur Palmade, X arrestations, jamais de véritable sanction. On fait quoi? Non mais c'est vrai, vous avez Et à chaque fois, il faut dans tous les accidents, dans tous les décès correctionnels, vous avez toujours une personne, alcool, stupéfiant, plusieurs arrestations. Ah, j'ai enfin compris parce que j'ai causé l'irréparable.
Ah oui, mais avant, on fait quoi? On l'aide pas. On va faire un petit stage de sensibilisation parce que ça rentre dans l'État à quelques centaines d'euros. Il n'y a pas de visite médicale obligatoire. C'est un suivi pendant quelques mois. On va juste vous faire bien fait, vous n'avez pas pris quelque chose. Mais il n'y a rien du tout. Et c'est vrai que c'est plus sur la prévention. Là, la peur du risque, elle pourrait marcher si, quand vous n'êtes pas assuré, c'est le fonds de garantie et vous devez rembourser ce que le fonds de garantie paie aux victimes. Oui. Là, aujourd'hui, vous avez bu, fumé, enfin tout ce que vous voulez, l'assurance va payer. Vous, ça vous coûte rien. Si on fait le même principe et on dit, voilà, si vous n'avez pas de permis, l'assurance est obligatoire. Hein. Vous n'avez pas d'assurance, vous devez rembourser. Pas de permis, vous devrez rembourser votre propre assurance. Je ne suis pas certain que ça fonctionne pas dans ce sens-là. Hein. Ça pourrait être une bonne solution. Pareil pour l'alcool, pareil pour les stupéfiants. Oui, Pierre Lagache. Non, mais je crois qu'on sait qu'une bonne politique de sécurité routière, c'est une politique équilibrée. Donc certains prônent davantage de prévention, d'autres davantage de contrôle. Il faut être présent sur tous les champs, si vous voulez. Si on est vraiment beaucoup présent sur la prévention, mais pas assez sur le contrôle-sanction, ça ne fonctionne pas. Et inversement. Donc voilà, il faut vraiment appréhender les choses de façon très très globale. Et puis peut-être aussi muscler le côté accompagnement finalement des populations avec addiction. Voilà. C'est pas trop dans notre culture d'accompagner de façon très serrée ce type de public. Il suffit de constater par exemple les éthylotests anti-démarrage qui existent depuis très longtemps. Ils sont très très peu développés en France aujourd'hui, très très peu. Il suffirait d'une volonté politique et d'un peu de moyens mis en œuvre pour que ces éthylotests soient mis en place pour les personnes. Ils ne sont pas obligatoires encore, toujours pas obligatoires. Bien sûr que pourtant, non. on avait dit qu'ils seraient rendus obligatoires, ces éthylotests antidémarrage. Non, pas du tout. Mais pourquoi? Parce que les constructeurs rechignent? Ah, mais surtout parce qu'on a imposé les radars. Enfin, c'est plus les contrôles de vitesse qui ont été développés plutôt que le reste. Là, on va dire que la vie humaine en tant que telle n'a pas été préservée. Mais non, mais on a développé les contrôles de vitesse avant tout pour des questions financières. Oui, tout à fait. Mais je vous rappelle que tout ce qui était versé pour les radars automatiques devait revenir à la sécurité routière. Une bonne partie n'est pas revenue à la sécurité routière. Rien n'a été fait. Pierre Lagache. Oui, encore une fois, il ne faut pas opposer les facteurs de risque. Hein. Il y a des conduites à risque parce que consommation de drogue, consommation d'alcool. La vitesse, c'est aussi un comportement à risque. D'ailleurs, la loi prévoit que quand on a un facteur lié à une vitesse excessive, les peines sont aussi augmentées. Donc, encore une fois, c'est une approche globale. Voilà. On peut quand même constater au niveau des radars automatiques qu'ils ont eu un effet très très important depuis leur mise en place, puisque à l'époque, on a divisé par 2 le nombre de morts en 1 an. Voyez, oui, c'est pas que grâce au radar automatique, hein, Pierre Lagache. À cette époque-là, si, parce qu'il y a eu un effet vraiment très massif sur peu de temps. Donc c'est beaucoup lié au radar. Mais encore une fois, il ne faut pas opposer les choses. Voilà. La vitesse reste le premier facteur d'accident grave, mais pour autant, il faut effectivement trouver des solutions sur l'alcool, sur les drogues. Il faut une politique de sécurité routière. Information, je signale que la France a signé un accord. L'accord de Stockholm, qui est un accord qui a été signé dans le cadre européen en 2020. L'objectif est de diviser par 2 la mortalité sur nos routes à l'horizon 2030. Quelle est la feuille de route du gouvernement aujourd'hui? Quelle est la feuille de route? Nous ne le savons pas. Voilà. Nous sommes dans une situation où on est dans une politique action-réaction. Voilà. C'est pas comme ça qu'on gère les choses. C'est une question de santé publique. Il s'agit de protéger nos jeunes, qui sont les premières victimes de la route. C'est quand même pas un sujet mince. Donc ça mérite une politique structurée, réfléchie et qui s'inscrive dans la durée et pas du coup par coup avec de la communication telle que ce à quoi on assiste aujourd'hui. Je rappelle, quand on prend des stupéfiants et qu'on prend le volant ensuite, je rappelle les conséquences: somnolence, ralentissement des mouvements, du temps de réaction, faculté mentale perturbée, agressivité au volant, erreur de jugement, perte de contrôle, enfin bon, etc., etc. On n'est pas apte à conduire. Que la chose est claire. Bien, sur ce que dit Pierre Lagache, vous êtes d'accord? Moi, je suis tout à fait d'accord. On est tous d'accord pour dire il faut. Et on fait quoi? C'est-à-dire qu'on a tous des idées et on se rencontre jamais tous. Maintenant, il faut le faire. C'est pas annoncer l'homicide routier et de la drogue ou autre.
il faut que tous les acteurs se retrouvent ensemble, assurance, victimes, avocats, juristes, magistrats aussi, pour qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Là, on parle, je vous dis pas dans le vide, mais sincèrement, sauf Monsieur Lagache et moi-même, on peut connaître les projets de loi qui sont en cours, mais sinon, les autres ne le savent pas. Et il faut trouver oui, on a tous des idées. Tous des idées, c'est certain. On peut, pour la prévention, faire payer plus. On peut diminuer ça. Mais si on ne fait rien, et si on n'est pas écouté, je pense que toutes les associations sont allées dans le même sens. On fait des projets, essaie d'insister, et il n'y a rien. Et là, ce dont j'ai peur, c'est qu'aujourd'hui, on a des annonces, et que dans quelques semaines, on n'en parle plus. Et ça se termine. Et il faudra attendre quoi? Oui, Pierre Lagache, oui. Oui, ça n'est pas un problème de structure. D'ailleurs, la structure existe. Ça s'appelle le Conseil national de la sécurité routière. Et pourquoi les choses n'avancent pas? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique. C'est tout. Voilà. À partir du moment où il y a une volonté politique, souvenez-vous de Jacques Chirac en son temps, qui avait fait de la sécurité routière une priorité de son mandat. Les résultats ont été au rendez-vous. Voilà. Donc, c'est une question de volonté politique. Mais nous, ce qu'on constate, c'est que de plus en plus, l'État observe la sécurité routière au travers du baromètre de l'acceptabilité. Voilà. C'est-à-dire que, vous savez, la fameuse phrase de Pompidou en son temps, il ne faut pas emmerder les Français, elle est bigrement d'actualité. Et le fond du problème, il est là. Évidemment, je n'ai pas souvenir d'une seule mesure en termes de sécurité routière qui ait fait l'unanimité, qui n'ait pas fait l'objet d'un peu de rejet de la population, parce que nécessairement, c'est souvent vécu comme une contrainte supplémentaire, une perte de liberté, entre guillemets. Donc, il y a une volonté politique et un peu de courage pour avancer sur la question de la sécurité routière. Nous n'avons pas aujourd'hui. Il faut que le baromètre de l'acceptabilité soit changé. Il nous faut un baromètre de l'accidentalité. C'est celui-là qu'il faut regarder. Et celui-là, il n'est pas au beau fixe, parce que depuis 2013, le nombre de morts sur nos routes a quasiment stagné. Donc, il y a à faire. Oui, non, mais encore une fois, je pense qu'on est tous d'accord de ce côté-là. Il y a plus d'aide, il n'y a pas aucune aide pour les victimes, on n'y arrivera pas. On parle, il n'y a pas de volonté politique. Maintenant, il faut prendre les devants. Il faut exiger qu'il y ait des commissions, qu'il y ait quelque chose, sinon on n'en sortira pas. Tout ce qui existe, quand j'entends les lois, elles existent, autant les appliquer. Quand vous voyez ce que c'est que la loi, il y a des obligations, interdiction de fréquenter les débits de boissons. Vous avez déjà vu dans un bar ou dans un restaurant un policier vérifier? Non. Qu'il y a obligation de payer, d'indemniser les victimes? C'est faux. Et la vitesse, moi je veux bien qu'on la retienne comme circonstance aggravante. C'est au-delà de 50 km/h. C'est particulièrement rare quand même. Mais c'est vrai, dès qu'on retire une liberté aux Français, on est tous pareils, on n'est pas contents. La semaine dernière, tout le monde hurlait au scandale pour la drogue, pour tout ce qu'elle avait fait cette personne. Aujourd'hui, on annonce 12 points moins pour ça. On hurle au scandale. Il faut arrêter, c'est quand même aberrant. On veut trouver une solution, mais on n'est pas d'accord pour qu'on nous enlève quelque chose. Mais qu'on nous enlève des interdits, c'est-à-dire pas le droit de conduire. Ça pourrait, je pense, permettre en tout cas à des personnes de, non pas mieux dormir, mais de se dire, et lorsqu'ils ont perdu un proche, on aurait pu l'éviter et allons plus loin. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune solution. Ce qu'a proposé le ministre, ça aurait été mieux de nous dire, j'espère dans les prochains jours, on va avancer, on va faire quelque chose. Moi, je suis très étonné qu'ils avancent sur l'homicide routier. Il y a plusieurs projets, moi je connais pas le leur. Je suis très étonné, même là, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Bien, merci Maître Courtois, merci Pierre Lagache, merci d'être venu nous voir. Évidemment, ça alimente les conversations et la circulation routière, la prévention routière et la sécurité routière. Nous aurons l'occasion d'en reparler ici même. Et notamment parce que, Gérald Darmanin n'en parle plus, il y avait la volonté de faire en sorte que lorsque l'on dépasse la vitesse de quelques kilomètres/heure, les petits excès de vitesse, on n'enlèverait plus de points à ceux qui ne dépasseraient la vitesse que de quelques 5 km/h. C'est ça, 5 km/h. Bon, ça, c'est un autre débat. On aura l'occasion de le rouvrir. Merci d'être avec nous. Tous les matins, André Berkoff. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300.